Bonjour Denis-François. Bonjour Lynn, bonne journée. Merci. Je suis vraiment heureuse que tu aies accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, mais comme mentionné tout à l'heure, je me demande pourquoi. Je vais te le dire tantôt. J'aimerais ça, Denis-François, que tu te présentes. C'est qui Denis-François Gravel? Écoute, qui est-il? C'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec les groupes dès l'adolescence, qui a fait un détour par l'informatique, mais qui a travaillé toujours en présentation, que ce soit avec des séminaires clients, que ce soit des formations, des salons, des congrès. Qui a développé une expertise là-dedans et un plaisir, une passion avec les années. Et tranquillement, j'ai pris un virage vers cette direction-là. Et depuis 2008-2009, ce que je fais, c'est que je développe les habiletés de présentation, soit des entrepreneurs, des dirigeants, des professionnels. C'est assez varié comme clientèle. Puis, tu as une formation, c'est-tu en andragogie ou... C'est génagogie. Génagogie, ah oui, c'est ça. Oui, qui a changé de nom depuis. C'était une formation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay. Essentiellement, c'était de l'intervention auprès des groupes de travail. Donc, okay. On allait avec un groupe, on les aidait à atteindre leur objectif de travail avec différents types d'analyses, que ce soit au niveau de la structure, du fonctionnement, des réseaux de communication. Il y avait en tout pratiquement une trentaine d'aspects sur lesquels on regardait. Bon, ça touchait beaucoup... Oui, c'est une démarche très, très, très structurée d'analyse, de pronostic, de diagnostic, de stratégie d'intervention. Sinon, c'est un programme que j'ai beaucoup adoré. Ce que j'ai appris là, je l'utilise encore aujourd'hui. Parce que le groupe vit dans et par des activités. Alors, quand tu veux faire vivre quelque chose ou développer quelque chose dans le groupe, on bâtissait une situation adéquate pour ça. Donc, on a fait beaucoup de formations sur le fonctionnement des groupes, sur l'animation aussi, soit des réunions ou l'animation de groupe. Alors, quand tu travailles en présentation ou en conférence, de nombreuses de ces habiletés-là sont totalement transférables ne serait-ce que pour parler au groupe, mais aussi faire la prise de contrôle et même sentir le groupe. Ah oui. Souvent, les présentateurs, les conférenciers parlent et c'est complètement déconnecté. Oui, ils sont tellement concentrés sur leur contenu qu'il n'y a aucun lien de communication avec l'auditoire. Ils oublient à qui ils parlent aussi. Oui, mais non seulement on oublie qu'on parle à quelqu'un, mais une présentation, c'est pas une présentation qu'on lance dans le vide, c'est une communication entre le présentateur et le groupe. Et donc, dit communication, dit bidirectionnel. Oui, à moins qu'il y ait des questions, on est le seul à parler, mais le groupe nous parle pareil. Par sa posture, par son attitude, par son énergie. Quand tu vois 30 gros points d'interrogation d'en face, les gens qui nous regardent, ben, de toute évidence, il y a quelque chose que tu viens de dire qui les surprend ou qui n'est pas clair ou qu'on a mal expliqué. Tu dis, oups, ben là, il faut changer quelque chose dans notre présentation tout de suite. Il faut intervenir. Moi, je t'ai vu, je pense que c'était pour Femme Alpha que tu donnais une formation. Hein? Oui, j'ai fait une conférence au Cercle en septembre l'année dernière. En 2014? Oui, en plein ça. OK, déjà. Ouais, il y avait un petit peu moins qu'une centaine de personnes dans la salle. Il y avait pas mal de monde. C'est ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est ça, tu donnais vraiment comme l'ABC des présentations. Là. Oh, oui, mais c'est une communauté dans laquelle il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement dynamiques, qui bâtissent des projets, qui ont à expliquer leurs projets, qui ont à vendre leurs projets. Donc, les 3/4 du temps, ça va passer par une présentation où on va avoir à aller convaincre les gens du bien fondé de notre projet. Donc, les habiletés de présentation sont drôlement importantes autant dans cette communauté-là que dans bien d'autres. Là. Ah oui. C'était la base de la collaboration avec Oui. OK. Puis, tu es aussi l'initiateur de quelque chose de très apprécié à Québec. Oui, bien, j'espère. J'espère, moi aussi. Les commentaires sont bons, à tout le moins. J'ai même profité pour l'afficher très fièrement. Oui, le TEDx Québec. Et voilà, TEDx Québec. Est-ce que tu peux dire, c'est parti de où, puis... c'est parti de mon désir de participer à TED. TED, c'est une plateforme de conférence qui existe depuis le milieu des années 80. TED signifie Technology, Entertainment et Design. Merci de l'expliquer. Les 3 grosses lettres que vous voyez là, le TED. Et c'est un événement qui a grossi avec les années,
qui dure maintenant 4 jours et qui a déménagé récemment de Californie à Vancouver. Donc, une fois par année, on a 4 jours dans lesquels c'est tous des grands esprits qui se rencontrent, que ce soit des idéateurs, des créateurs, des chercheurs, et ils viennent discuter de technologie, entertainment et design. Au départ, c'était ça, donc technologie, divertissement et design, mais bon, avec les années, ça s'est diversifié encore beaucoup plus. Donc, maintenant, on couvre une panoplie de sujets très, très, très variés. Et j'ai découvert ça sur Internet, là. Je ne sais pas de quelle façon, mais à partir de 2006, toutes les vidéos des conférences étaient disponibles sur Internet. Et une des particularités de TED, c'est que les conférences sont toujours moins de 18 minutes. C'est une règle coulée dans le temps. Alors, ça peut être 3 minutes, 6, 9, 12, mais c'est toujours moins de 18. Okay. Et c'est axé sur l'innovation, sur des idées nouvelles. Et les conférenciers ont l'obligation d'être intéressants. Ils ont l'obligation. Oui, il y a une espèce de formule, autant au niveau de la sélection que de l'encadrement, pour aider les gens à performer. Ce sont des gens qui ont compris l'importance le contenu est toujours essentiel, mais le contenant a son importance aussi. Un contenant vide avec pas de contenu, c'est pas intéressant. Et c'est pas ce que fait TED non plus. Sauf que TED a compris qu'un bon contenu, enveloppé d'un bon contenant, va nous donner une formule gagnante pour que l'idée soit bien perçue, comprise et qu'elle puisse faire du chemin dans les communautés respectives. Porter à réflexion. Oui, alors ça m'a séduit tout de suite quand j'ai découvert ça. Et il faut que j'aille là. Je voulais aller participer à cette conférence-là. Mais bon, c'est quand même, il faut rentrer ça dans l'horaire, il faut rentrer ça dans le budget aussi, parce que c'est assez onéreux comme événement. Et j'adorais cette culture parce qu'elle venait rejoindre la promotion que je fais des bonnes habiletés de présentation. Oui. Parce que si on veut que nos projets, nos idées, qu'on soit capable de faire avancer les choses, qu'on soit capable de créer des choses, on a besoin d'être capable de présenter adéquatement ces choses-là. Et la plateforme TED arrivait en symbiose avec le travail que je faisais. Je suis là, mon Dieu, c'est donc bien le fun, ça. Alors, si je ne peux pas aller à TED, TED viendra à moi. Simplement comme ça, bien égoïstement, que la plateforme est née. Et en même temps, je trouvais ça intéressant de dire, bon, mais écoute, c'est une plateforme qui me permet de redonner à la communauté, de m'investir, de faire du bénévolat. Et en même temps, il y a un lien direct avec mon métier, avec ce que j'aime. Donc, bon, on ne calcule pas les heures à ce moment-là. Et quand on parle aux gens, ben, veut pas, on est toujours plus convaincant quand c'est quelque chose qui nous anime profondément. Ouais. Et voilà. Puis tous les gens qui sont dans la communauté de TED, c'est tous des gens bénévoles en plus. Toute l'équipe d'organisateurs, autant les 3 cofondateurs, c'est bénévole, l'ensemble de l'équipe, on les aide de bénévoles évidemment, l'équipe de production, c'est des bénévoles, mais aussi les conférenciers qui viennent sur scène, qui viennent généreusement donner leur temps, partager leurs idées, leurs trouveurs, leurs découvertes. C'est fait sur une base bénévole aussi. Puis ces conférenciers-là, ils sont sélectionnés comment? Il y a des gens parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont donner leur nom, puis ça va aller avec la notoriété ou... Oui, la notoriété ou la vedette. Il y en a qui vont réussir à passer comme ça. Chaque TEDx, le X en passant signifie que c'est indépendant. Donc, donc il n'y a pas de TED à Québec. C'est vraiment un TEDx. Ça veut dire que nous sommes des indépendants qui avons obtenu une licence de TED. Excusez, je fais une parenthèse. Non, c'est correct, oui. C'est une nuance importante. Parce que TED fonctionne d'une façon, les TEDx fonctionnent un petit peu différemment. Au niveau des TEDx, chaque TEDx est indépendant et chacun fait bien le recrutement de ses conférenciers de la façon qu'il le veut. Donc, on va avoir des endroits où ça va être très, très, très axé sur des chercheurs universitaires. D'autres vont être très axés sur des vedettes du milieu des affaires. Il y a des tendances comme ça. J'avoue mon ignorance parce que je ne savais pas ça. Oui, mais là, c'est difficile à connaître parce qu'il faut voir aller chacun des TEDx pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Et là, on est rendu au-dessus de 10 000 événements de réaliser dans le monde, dans à peu près 180 pays.
on les suit pas tous, on s'entend, là, mais on en voit aller quelques-uns qui sont plus visibles ou plus près de nous, parce que bon, il y en a à Montréal, il y en a à Sainte-Marie-de-Beauce. Ouais. À Montréal, il y en a plusieurs. Il y a différentes universités qui en font. Concordia en a déjà fait, HEC en fait un régulièrement. Il y a le TEDx Women. Oui, il y a eu TEDx Women à Montréal. Il y a déjà eu un TEDx Westmount. Ici à Québec, il y a déjà eu un TEDx Limoilou. Il y en a eu un en TEDx Laval en 2012. Oui, c'est ça. Oui. Celui de TEDx Québec, par contre, nous, on est réguliers, dans le sens que depuis 2012, on revient. Mm-hmm. Chaque année. Ça va être la 4e édition le 1er décembre qui s'en vient. Félicitations. Merci. On a d'autres événements. On a des retransmissions en direct d'événements comme à Vancouver. Donc, c'est le TEDx Québec live. Oui. On retransmet en direct le signal. Depuis cette année aussi, on fait des plus petits événements qui durent seulement 1h30, qui sont des TEDx Québec Salon. Oui, j'y ai participé, puis j'ai beaucoup apprécié, oui. C'est une formule qui est plus intime, à peu près une 50aine de personnes. On présente 2-3 conférences sur un sujet bien pointu, intercalé de conversations et d'échanges entre les participants, et quelquefois on a des spécialistes aussi pour venir enrichir le débat. C'est une formule qui est différente, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. On a déjà 5 de fait depuis. Wow. C'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi étant donné que c'est une communauté, on sait déjà que les gens qui sont là ont envie de partager quelque chose. Voilà, la caractéristique commune qu'on va retrouver dans les participants, c'est beaucoup cette ouverture d'esprit, cette curiosité, ce goût de connaître des choses. Des fois, les gens me disent, votre démographie, ça ressemble à quoi aux participants? Écoute, ça commence à... C'est mal du cégep. Ouais. Et on a des retraités... plus âgés, oui. Oui, on a les deux sexes, on a de tout type de professions. C'est vraiment très, très, très varié. Fait que les seuls dénominateurs communs, c'est vraiment curiosité, créativité, ouverture d'esprit, recherche de connaissances. Envie d'échanger aussi. Puis ce qui est le fun dans les salons, c'est que peu importe l'âge, les gens se respectent dans ça. Écoute, le meilleur exemple, c'est en mois de septembre dernier. Avec la venue des élections fédérales, on a décidé de faire un TEDx Québec Salon avec le thème J'ai entendu parler, oui. Politique et démocratie. Alors, c'est sûr que là, c'est un bon test pour voir le savoir-vivre de la communauté, parce qu'il y a des sujets qui sont chauds et qui peuvent déraper facilement. C'est bien politique et démocratie. D'autant plus que un des spécialistes qui était sur place était un candidat aux élections. Ben oui. Et oui, qui nous avait approché. C'était le candidat libéral qui était élu d'ailleurs depuis, alors je le félicite. Ouais. Et quand il nous a approchés, on était très contents. En même temps, on était un petit peu suspicieux. Donc, on a fait, connaissez-vous bien la culture TED? Est-ce que vous êtes au courant que votre vécu va être très intéressant? Vos opinions, on les peut, c'est super. Si c'est pour venir faire la propagande ou du marketing, mais ça va non seulement être déplacé, mais ça va être très mal perçu par les participants. Et écoute, non, au contraire, ça a été l'approche du candidat c'est M. Duclos, ce serait le fun. Oui, je l'ai nommé, c'est bien. Bon, c'est ça. Et du côté des participants, même chose. On l'a dit en ouverture, écoutez, on parle de politique aujourd'hui, c'est le fun, et de démocratie, mais avec un gros P et un gros D, s'il vous plaît, les hautes sphères. Il y en a qui vont être contents, on a un candidat libéral, il y en a qui vont être déçus parce qu'on a un candidat libéral. Dans les deux cas, c'est pas important, on n'est pas ici pour parler des couleurs du parti, mais parler de vision à haut niveau. Fait que, regarde, au contraire, profitons de sa présence. C'est intéressant d'entendre des choses sur la Chambre des communes, puis des choses qu'il y a vu de l'intérieur, du fonctionnement des partis. Non, ça a été très enrichissant. Fait que le comportement de la communauté a été vraiment au-delà de mes attentes cette fois-là. J'étais très, très content. C'était un bon barème pour... Oui. C'était vraiment... On n'a pas répondu à comment on sélectionne les conférenciers. Non! On est parti sur une traque. C'est pas grave, on va le... Et puis, Denis François... Elle était restée en arrière. C'est correct. Comment se sélectionnent les conférenciers à Québec? C'est ça, à Québec. On va être plus pointu. Oui, principalement, on fait affaire avec un appel de conférence. C'est un appel de proposition de conférence. Donc, habituellement, durant l'hiver, on lance un appel à tous dans les réseaux. On dit aux gens, le moment est venu pour nous de recruter. Si vous avez une idée ou un projet ou une recherche ou quelque chose à partager qui mérite d'être partagé, ou si vous connaissez une personne qui a une idée qui mérite d'être partagée,
faites-nous signe. Donc, on a un formulaire en ligne assez simple pour mettre les grandes lignes. Et la thématique est là aussi. Pardon? Et la thématique. Oui, merci. On a toujours une thématique qui encadre et qui donne une ligne directrice à la journée. Parce que ce sont des événements qui sont multidisciplinaires, mais qui ont quand même une ligne directrice. Comme cette année, le thème, c'est autre direction. Ouais, merci. Donc, non, mais dans ma tête, j'ai hâte, je vais être là. J'ai hâte d'aller voir les gens. Là. Un thème est en même temps, ça donne une vision, un angle au conférencier sur la façon d'aborder son sujet. Donc, en même temps, ça vient aider le conférencier aussi. C'est pas juste une contrainte qu'on dit. Il faut se prendre du thème. Et pour compléter le formulaire, ça aide aussi. Oui. Parce que au moment de faire la sélection, le lien avec le thème est un des critères. Ce n'est qu'un des critères, mais toujours un aspect novateur aussi. Donc, c'est certain quelqu'un qui nous arrive et qui dit, bon, j'ai donné cette conférence-là 400 fois dans les 10 dernières années. Bon, OK, ça me dit que peut-être qu'il y a une expertise sur scène, il y a un confort à parler sur scène. L'aspect novateur est peut-être pas là. Il y a l'innovation. Si ça fait 10 ans que la même conférence roule, ça se peut qu'elle soit bonne, ça se peut qu'elle soit un message important, pertinent. Parfaitement, c'est pas de problème. La pénicilline, c'est encore intéressant, c'est encore bon. Et c'est pas l'innovation. Donc, il y a toujours un aspect innovation dans ce qu'on fait, du côté nouveauté aussi. Puis est-ce que moi, j'étais de la première année. Oui. Ma conférence avait été sélectionnée, mais c'était pas moi en tant que personne. C'est vraiment, on m'avait dit à ce moment-là que c'était les noms étaient cachés. Puis, pas encore la première année. On a commencé ça la deuxième année. Ah oui? Je pensais la première année. Okay. On améliore notre processus d'année en année. À partir de la deuxième année aussi, on a commencé à avoir des auditions. Oui. C'est-à-dire qu'on reçoit au moins une cinquantaine de propositions de conférences. Donc, il y a un premier tri qui est fait à partir juste du papier. Je dis papier, c'est des formulaires électroniques. Oui, c'est ça. Mais depuis la deuxième année, on anonymise les propositions. C'est-à-dire qu'on enlève le nom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, on met tout au masculin. Pour qu'on sache le sexe de la personne, pour pouvoir vraiment juger l'idée. Le comité de sélection puisse... Oui, je rigole parce que, il y en a une qui parlait de sa grossesse. On n'a pas pu changer le sexe, là, mais pour tous les autres, on met le même sexe pour vraiment que la présélection. C'est-à-dire à ce stade-là, je suis le seul qui connaît le nom des personnes parce que c'est moi qui fais la version anonyme. Et ensuite, c'est transmis au comité de sélection pour la présélection. Donc, cette présélection-là est vraiment faite de façon anonyme. Après ça, là, on a un certain nombre de gens qu'on voit pour faire une petite audition de 3 minutes. Et c'est sûr que, là, le nom et le sexe est connu là, quand on rencontre les gens. La sélection finale se fait à partir de là. Les gens s'inquiètent beaucoup des fois pour l'audition. Ils disent si je manque mon audition, je vais être mort. Puis, non, parce que avec les coachs, on a beaucoup d'expérience. On est capable de voir au-delà de la simple prestation. Oui, puis sont bons les coachs. Oui, puis écoute, la deuxième édition ou troisième édition, une des personnes, c'est quand tu dis planté en audition, là, mais vraiment, c'est écroulé. Mais on avait eu le temps de percevoir le potentiel. Fait que oui, on a été cette personne-là, donc on l'a sélectionnée, elle a fait une excellente prestation sur scène. Donc, l'audition, nous permet de dire, est-ce que l'idée est mûre, est-ce qu'elle est bien livrée? Puis en même temps, ça dit au coach, voici sur quel aspect on va travailler avec la personne. C'est merveilleux parce que... On connaît ça de cette façon-là. Oui. Puis là, je pense qu'aussi dans la salle, comme nous, la première année, il y avait un nombre limité de participants. Là, vous avez augmenté le nombre dans la salle? Oui. Quand on va chercher une licence, les licences à Polytechnique, c'est limité à 100 participants. Sauf si un des co-détenteurs de licence a participé à un événement TED, soit à Vancouver ou au TED Active qui est à Whistler. Et c'est le cas du cofondateur, un des cofondateurs, donc René-Pierre Légaré-Bouchard, qui lui a participé à Whistler.
Non, il est allé en En Californie. Californie, c'est ça, je te J'ai failli aller à Whistler. Donc, OK. René-Pierre est allé en Californie. Et donc, depuis ce temps-là, la licence, on n'a plus de limite. On pourrait remplir le Colisée si on Ah voulait. oui, vous n'avez pas de limite, là. Ah, mon Dieu. Ça ne serait pas une bonne idée de remplir le Colisée de par la nature de l'événement. Non, non, je sais bien, mais je pensais pas, là. OK. Non, puis pour avoir parlé avec d'autres organisateurs de TEDx, on nous recommande souvent de ne pas dépasser 400-500 personnes. Il y avait peut-être d'être plus intime. Oui, ceux Mais qui l'ont fait. 500, c'est encore quand même pas mal. Oui, ça quand même fait beaucoup de monde, mais en haut de 400-500, c'est trop de logistique, c'est trop impersonnel, c'est trop de déplacement de foule. À 400-500, il y a encore moyen de faire un événement où il y a une communication entre les gens, un échange, un partage. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, nous, cette année encore, on est au Théâtre Périscope. Donc, le Théâtre Périscope, oui, a à peu près, en configuration standard, c'est 187 sièges. On en enlève quelques-uns pour mettre des caméras parce qu'il y a la captation vidéo. On en réserve pour les conférenciers, pour certains bénévoles. Bon, fait que souvent, on y va avec 150 billets quand on fait notre organisation. On va peut-être en rajouter une batch. On est en train de regarder pour une configuration différente de la scène qui pourrait peut-être nous permettre d'ajouter des sièges. Ah, OK. Donc, s'il y en a qui sont sur la liste d'attente, ça se peut qu'il y ait des développements positifs. On est en train d'étudier. Ah, ça peut être intéressant pour eux. Ben, ils ne sont pas rentrés plus de monde. La salle le permet. Des fois, c'est juste de reconfigurer différemment. C'est vraiment une belle salle, par exemple. Non, on est content. La première année, ça a été le gros défi de trouver une salle adéquate. Ça doit. Parce qu'on avait beaucoup de salles communautaires ou d'écoles qui disaient notre gymnase, ça va nous faire plaisir, vous le passez. Il n'y avait pas cette chaleur qu'on recherchait. Ouais. Et quand on a vu la salle du Périscope, en ouvrant la porte, et c'était une salle que je n'avais jamais vue, celle-là. C'est comme du cocooning dans une salle. Oui, en ouvrant la porte, ça a été instantané, on s'est regardé, on a fait, bon, c'est ici. C'est là. Et de faire le tour, pareil, s'assurer que les technicalités fonctionnaient. Puis, bon, on remarque qu'on n'est pas très exigeant en termes de technique, là, mais... Le minimum quand même. Oui, c'est ça, un petit peu d'éclairage, un d'écran, mais ce qu'on avait surtout besoin, c'était cette chaleur, cette ambiance. Vous ne vous êtes pas trompé, vraiment. Oh, on est content, franchement, puis on est bien reçus. C'est une super belle équipe de Périscope. Chaque année, c'est une joie de travailler avec eux. Ah, c'est merveilleux. La journée qu'on regarde, on y a pensé cette année, mais peut-être l'année prochaine pour une salle plus grande. Puis c'est sûr que ça va être avec tristesse qu'on va Périscope parce qu'on est vraiment bien reçus. Ah oui, je vous crois. Je vous crois sur parole. Denis François, toi, tu donnes des formations, tu donnes des ateliers et des conférences des fois? Aussi. Oui, je coupe les trois. Je fais du coaching, de la formation. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est plus formation traditionnelle. Des fois, c'est plus des ateliers, comme l'année dernière. On a organisé une journée complète d'ateliers au Lac de l'Âge. Et je fais aussi des conférences, comme tu parlais tantôt, pour les femmes alpha. Oui. Je les fais dans différents congrès à Québec. Oui. Ça veut dire que tu fais du coaching one? Oui. Un à un? Absolument. Il y a soit des gens d'affaires ou des conférenciers qui ont des présentations à faire ou qui veulent améliorer leurs habiletés. Mais souvent, ce que je vois aussi, c'est des gens qui ont une grosse présentation. Je vais faire telle conférence à telle place, ou j'ai une présentation importante pour un projet ou pour du financement, j'aimerais ça qu'on la travaille ensemble. Fait que là, on s'assoit et on fait un processus complet dans certains cas. Donc, on va partir de la préparation, de l'idéation, c'est quoi le mandat, c'est quoi que tu vas atteindre. Après ça, on va travailler sur la conception, on va même les faire du coaching au niveau de leurs prestations. Aussi? Oui, l'attitude quand tu es debout devant le groupe. OK. Tu travailles ça aussi. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec tes mains, comment tu vas jouer avec ta voix, l'utilisation de ton visuel, ton visage. Il y a tout un ensemble de comment tu vas gérer les questions. Parce que, bon, dans le domaine des startups, entre autres, j'ai travaillé un petit peu avec les startups. D'ailleurs, prochainement, je fais un atelier aussi avec Fast Track puis Québec International. Et ce qu'on voit souvent dans ces concours-là, les gens, ils travaillent beaucoup le fameux pitch, les concours de pitch. L'elevator pitch, 30-60 secondes. Les pitchs de start-up, souvent, c'est 3, 4, 5 minutes, des fois 10. Ça peut plus long. Oui, ça dépend des concours. Mais bon, tu as quand même des objectifs, tu as une formule qui est assez pas standard, mais oui, on s'attend. Il y a des choses à inclure dedans. Ben, c'est ça, c'est des investisseurs potentiels, donc un certain type, ils veulent avoir une idée du marché, ta solution, ton produit, évidemment ton équipe pour voir si tu es crédible, ton projet. Il y a un ensemble d'éléments dans ce type de présentation-là.
Et les gens travaillent, sont habitués de faire ça, il y a un paquet de programmes qui les aident à se préparer. Puis là, tu arrives au concours de pitch, puis je suis dans la salle, puis je regarde, puis ils font un pitch qui est pas pire. Mm-hmm. Rendu à la période de questions, ça casse. Ah. Là, tu fais pouf, c'est comme Ben oui. Mais là, c'est parce que ton attitude, là, elle vient de changer complètement. Là. Tantôt, tu étais bien crédible. Bien confiant, puis... Là, tu as l'air d'un chevreuil devant des lumières de char en pleine nuit. Là. Ah oui, ça change... Oui. Oui. C'est tout comme ça. Là. Ben là, tu te dis, tu vois, dans ce programme-là, il y a une lacune. Les autres, ils ont oublié de s'occuper de cette partie-là. C'est que ta présentation n'est pas finie. Là. Ben oui. C'est pas juste le bout où tu récites. Ouais. Parce que souvent, des fois, les concours de pitch, c'est souvent ça. Ils apprennent leur recette par cœur, puis ils récitent ad nauseam. Ça a du bon. Oui. Ça a du mauvais. Fait qu'il faut voir le contexte. Mm-hmm. Il faut mettre dans un contexte. Je ne suis pas un maniaque du par cœur, mais dans certains contextes, ça peut effectivement être requis. Dans d'autres contextes, non. Là, je te demanderais pour conclure, mettons que les gens veulent te contacter. Mettons qu'ils auraient besoin de tes services, là, par exemple, ou qu'ils veulent juste jaser avec toi, ou qu'ils veulent savoir le TEDx à Québec, comment ça se passe. Ou... Écoute, c'est sûr que s'ils sont capables de se rappeler mon nom, Denis-François Gravel... Déjà en partant. Écoute, j'ai l'avantage, on parle beaucoup de SEO, de Search Engine Optimization dans le marketing, et quand tu t'appelles Denis-François Gravel, eh bien, sur la page Google à toi tout seul. Oui, c'est ça. Vous allez trouver mon LinkedIn, mon Facebook, vous allez trouver mon compte sur Twitter, vous allez trouver mon site web, soit denisfrançoisgravel.com ou présentabilité.com. Oui. Et, donc, c'est assez facile à trouver. Si quelqu'un te croise, il peut te saluer puis te jaser aussi. Oui, absolument. Je suis facile à joindre. Si vous allez sur mon site web, dans la section à propos, le courriel est là, le numéro de téléphone est là, tous les médias sociaux sont là. Je fais partie de cette catégorie de gens qui est facile à trouver et à rejoindre. Oui, puis tu es très accessible aussi humainement, là. Moi, je vais te dire pourquoi je t'ai choisi. J'ai gardé ça pour la fin. Oh oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment... mais je suis en train d'oublier ça. Ah oui, c'est vraiment parce que tu es là pour backer, pour aider les gens. T'aimes le monde. Ça paraît que tu fasses une présentation, que tu animes des salons où t'aimes le monde, ça paraît, c'est évident. Puis de tout acabli, là, je dirais. Oui. Ben écoute, effectivement. C'est le grand de même. J'aime les aider à se mettre en valeur. Oui, c'est ça. Soit leur idée ou leur projet. Mm-hmm. C'est mon objectif de te mettre en valeur. Cette raison-là, parce que je t'ai vu aller au TEDx aussi, puis comment tu prends soin de tout le monde, puis que tu veux que tout le monde soit correct, puis c'était pour cette raison-là. Je suis contente que tu l'aies accueilli. Bien, merci beaucoup, chère dame. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bonne journée. Toi aussi. Salut.